Bonjour à tous, merci de votre présence pour le webinaire du docteur Franck Benzaken. C'est avec plaisir que j'accueille Franck à chaque fois parce que c'est un de mes webinaires préférés, pour ne rien vous cacher, parce qu'il y a à la fois de la technique, du savoir, du scientifique, et c'est vivant, très vivant. Et donc merci encore Franck d'être là pour nous, et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Allez, bonsoir à tous, merci Arnaud. Donc on va ce soir, si vous le voulez bien, parler d'une technique qui est le fractal lift. Alors le fractal lift, c'est une technique simplifiée de soulèvement de la membrane du sinus par voie crestale, par le biais d'un implant fractal. Alors, avant toute chose, je dois vous dire et insister sur un point qui me paraît essentiel, c'est que nous avons cette habitude, vous et moi, lorsqu'on suit des formations, des cours, des conférences, de piquer toujours un petit peu à droite et à gauche de ce qui se dit et d'intégrer ensuite dans notre pratique, après avoir procédé à un remaniement, tout ce que l'on aura vu, lu ou entendu. C'est très bien. Moi, je suis le premier à le faire. Mais concernant le fractal lift, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prétendre faire un fractal lift, c'est-à-dire soulever la membrane sinusienne par le biais d'un implant, si vous n'appliquez pas strictement le protocole. Vous noterez au passage que ça ne s'appelle pas VisiLift, mais fractal lift, car ce que vous devez retenir, c'est que, in fine, ce qui compte, c'est l'implant. Je vais vous le décrire dans la technique, mais ce qui compte, c'est l'implant. Chez Visi, vous avez plusieurs types d'implants, mais là aussi, ça n'est pas n'importe lequel, c'est un fractal. Et là encore, il y en a un en particulier qui doit être utilisé, préconisé. C'est-à-dire qu'on peut en utiliser d'autres, mais on va dire qu'il y en a un qui est beaucoup plus adapté pour la technique du fractal lift. C'est-à-dire que si dans vos tiroirs, ce jour-là, il vous manque cet implant-là, vous pouvez vous en sortir avec autre chose, c'est pas la fin du monde, mais préférentiellement, il y en a un qu'il faudra choisir plus que les autres. Si vous posez du Nobel, vous ne pouvez pas faire du Nobel lift. Si vous posez du Stroman, vous ne pouvez pas faire du Stroman lift. Vous devez avoir recours à différentes techniques qui existent aujourd'hui sur le marché pour le soulèvement de la membrane du sinus, que ce soit avec les forêts Versa ou que ce soit avec la technique de Summers ou d'autres techniques qui existent, peu importe. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas appliquer cette même technique si vous n'utilisez pas cet implant-là. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pas, quand je vous dis ça, il n'y a pas derrière une connotation bassement ou purement commerciale. Pas du tout, je vous l'expliquerai d'une manière factuelle. Si je vous dis tout ça, c'est que lorsqu'une technique souvent ne fonctionne pas, et c'est humain, on a tendance à dire que c'est souvent la faute du matériau, c'est la faute de l'implant, et on ne peut pas forcément penser que le problème vient de nous, alors que parfois si, c'est justement un manque de rigueur, souvent dans l'application stricte d'un protocole. Le protocole, vous allez voir, il est très simple, mais vraiment très simple, et il est à la portée de tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande pratique pour pouvoir utiliser cette technique-là. Mais en revanche, il faut une rigueur dans la pratique. Alors, en quoi consiste cette technique? Je passe rapide ces diapositives. Voilà ici, voilà, c'est intéressant, on le verra sur même d'autres images 3D, les résultats que l'on obtient après avoir fait cette technique-là. En quoi consiste cette technique? Elle se réalise d'abord en deux temps. Le premier temps, c'est l'utilisation d'ostéotenseurs, et on va utiliser ce qu'on appelle une technique qui est l'activation ostéogénique. Lorsque vous allez passer vos ostéotenseurs, la technique, une fois que vous les avez passés, on a à peu près un laps de temps de 6 à 8 semaines, et au bout de 6 à 8 semaines, vous pouvez poser votre implant. En quoi consiste cette technique? Les ostéotenseurs, on va avoir une diapositive ici. Voilà. Un ostéotenseur, donc il en existe deux types. Ils sont en carbone diamant pur, donc dépourvus de toute toxicité quand vous allez fraiser dans de l'os. Ils ne sont pas agressifs, même lorsque vous l'utilisez à la mandibule à proximité d'un nerf. Il en existe des rotatifs et il en existe aussi des manuels. Vous allez préférentiellement commencer par le manuel. Mais si parfois la corticale est un peu dure et qu'il faut parfois traverser le plancher du sinus qui, lui, des fois, est très corticalisé, vous allez devoir à ce moment-là avoir recours plutôt à des ostéotenseurs rotatifs. Vous allez le voir d'ailleurs sur une vidéo, c'est très simple à utiliser. Donc le but, c'est de provoquer un saignement sous le périos, vous la voyez sur l'image sur le schéma gauche, et ensuite de provoquer un saignement
sous la membrane du sinus. Là, il manque sur le schéma deux autres applications des ostéotenseurs à 45 degrés en vestibulaire et en palatin. C'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser des ostéotenseurs rotatifs, vous allez faire en lieu et place du futur implant 3 impacts, pas plus. Un dans l'axe du futur implant, un deuxième à 45 degrés en vestibulaire et le troisième à 45 degrés au niveau palatin pour provoquer 3 points de saignement sous le périoste et sous la membrane du sinus. Soit 6 semaines après, entre 45 jours et 60 jours après, vous allez avoir sous le périoste et sous la membrane du sinus un tissu néoformé, osseux, qui n'est pas encore complètement calcifié. Et en fait, c'est ce tissu osseux qui n'a pas encore complètement calcifié que vous allez soulever dans un second temps avec votre implant. Donc, je répète, première technique, vous utilisez les ostéotenseurs, vous allez faire des impacts autant que vous voulez avec un ostéotenseur manuel. Si vous utilisez un ostéotenseur rotatif, c'est 3 impacts, pas plus. Vous tournez à peu près 40 000 tours minute, sous spray assez abondant. Et il ne faut surtout pas avoir peur de venir complètement percer le plancher de la membrane du sinus. Vous avez une pointe qui est à peu près entre 0,4 et 0,6. Donc vous imaginez que l'effraction de la membrane du sinus, elle n'est de pas grand-chose. Et une fois que vous avez terminé vos passages avec vos ostéotenseurs, vous avez à peine relevé votre patient que ça s'est déjà refermé, ça cicatrise extrêmement vite. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à transpercer le plancher et la membrane du sinus. Bien évidemment, comme dans toutes les techniques toutes les techniques chirurgicales au niveau des sinus, que ce soit un sinus par voie crestale, par voie latérale ou autre, vous devez, et c'est le cas aussi des ostéotenseurs et du fractal lift, vous assurer que vous êtes en présence d'un sinus sain. Donc, s'il y a besoin d'adresser un ORL pour vous assurer que le sinus est parfaitement sain lorsque vous avez un sinus pathologique, n'hésitez pas à le faire. Les indications, les contre-indications sont les mêmes que pour les techniques de sinus lift par voie crestale ou par voie latérale. C'est la même chose. Je voudrais vous faire juste une petite parenthèse et l'ouvrir et la fermer rapidement. Je vous ai dit en début de présentation qu'il était extrêmement important de respecter le protocole du début jusqu'à la fin. Néanmoins, si vous n'utilisez pas un implant fractal et que vous avez votre gamme d'implants que vous utilisez, ou si vous avez recours à des techniques de fractal lift, de sinus lift par voie crestale ou par voie latérale, rien ne vous empêche au préalable d'utiliser les ostéotenseurs. Pourquoi? Parce que les ostéotenseurs vont provoquer un microtraumatisme à l'intérieur de l'os qui vont générer un saignement et un phénomène de cicatrisation, de réparation. Et lorsque vous allez intervenir, quel qu'en soit le motif, fractal lift, sinus lift, par voie crestale ou autre, eh ben c'est dommage de vous priver d'une technique qui va vous améliorer le site sur lequel vous allez opérer en le cellularisant par le biais du passage des ostéotenseurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail biologique, je n'en ai pas les compétences et puis je ne suis pas là pour ça ce soir, mais pour vous donner un petit peu une image de ce à quoi ressemble et à quoi le passage des ostéotenseurs a un impact extrêmement positif sur l'os, je vais vous raconter une anecdote concernant euh, un médecin anesthésiste qui a à peu près une quarantaine, une cinquantaine d'années, est parti en Chine dans un monastère assez connu pour les gens qui pratiquent les arts martiaux, qui est le monastère du temple de Shaolin, où vous avez des moines combattants qui réalisent, à la suite d'entraînements très poussés, des prouesses physiques absolument incroyables, comme par exemple se casser des lattes de métal sur la tête, des bouts de bois sur le bras, sur le dos, sur le ventre, au niveau du cou, d'être capable de plier avec la gorge une lance et ensuite de recevoir un impact dans le dos pour les casser. Et ce médecin anesthésiste a essayé, à l'époque, les ostéotenseurs n'existaient pas, de comprendre quels étaient les mécanismes qui permettaient à un corps humain d'encaisser des chocs extrêmement violents sans s'abîmer. Il en est arrivé à la conclusion que l'entraînement répété chaque jour provoquait des microtraumatismes qui allaient renforcer l'ensemble des tissus, os, muscles, ligaments, tendons. Et c'est le traumatisme répété
sur ces tissus-là qui permettaient de les endurcir à un point tel qu'ils étaient capables de prouesses absolument remarquables que si vous et moi on le faisait, on irait à l'hôpital avec des fractures du crâne ou des fractures de membres ou autres. Donc, pourquoi je vous donne cet exemple-là? C'est parce qu'en fait, le principe des ostéotenseurs qui a été décrit il y a maintenant de nombreuses années, ça fait à peu près une vingtaine d'années, en tout cas moi j'y utilise depuis plus de 15-20 ans pratiquement, dès le début où ils sont sortis, et bien, ce principe est exactement celui-là. C'est-à-dire qu'en provoquant un micro-saignement à l'intérieur de l'os, vous allez changer la nature de l'os, complètement. Si vous avez par exemple un os de type 4, qui est un os qui est donc extrêmement peu dense, si vous réintervenez 6 à 8 semaines plus tard, vous allez vous apercevoir que votre os, il est beaucoup plus dur, et les patients le ressentent d'ailleurs. Lorsque vous allez rentrer vos ostéotenseurs, pénétrer vos ostéotenseurs dans un os de type 4, le patient ne sent rien, bien évidemment, parce qu'il est anesthésié, mais en revanche, il ressent une chose, c'est qu'il a l'impression que vous lui avez complètement défoncé la mâchoire. Et que lorsque 6 à 8 semaines plus tard, vous allez restimuler la zone pour essayer de tester les résultats de l'ostéotenseur, il va lui-même va vous le dire, ah mais là je sens que c'est plus dur, vous avez du mal à pénétrer la zone. Donc c'est hyper important. En revanche, lorsque vous avez un os de type 1, c'est-à-dire un os extrêmement dense, où là justement c'est un os qui est peu cellularisé, peu vascularisé, vous allez passer vos ostéotenseurs, mais vous allez intervenir non pas 6 à 8 semaines plus tard, mais vous allez intervenir pratiquement à 5, 6, 10 jours. Avant, on préconisait même 18 jours, 21 jours. Mais en fait, pas du tout. On peut même intervenir à 8 jours après pour poser des implants dans un os qui, lui, aurait été complètement ramolli. La matrice osseuse aura été complètement ramollie dans une phase ostéoclasique provoquée par les ostéotenseurs. Je ne vous en dis pas plus parce que ce n'est pas l'objet du cours ce soir, mais je voulais ouvrir cette parenthèse et rapidement vous la fermer pour vous dire, en conclusion sur les ostéotenseurs, c'est que si vous n'utilisez pas la technique du fractal lift, ne vous privez pas d'un geste qui est extrêmement facile, qui demande strictement aucune courbe d'apprentissage particulière parce que c'est donné à n'importe qui de le faire, et vous allez avoir un site opératoire qui va être beaucoup plus vivant qu'il ne l'était 6 semaines auparavant après avoir passé vos ostéotenseurs. Voilà, je ferme cette parenthèse et on va passer à la suite. Donc la suite, c'est quoi? C'est la pose de l'implant. Donc je répète, à T0, vous passez vos ostéotenseurs, vous attendez à peu près 6 à 8 semaines. Vous pouvez, si ça ne vous convient pas, parce qu'on part d'une hauteur sinusale qui est extrêmement faible, moi personnellement, j'interviens à 4 mm, 3 mm 5, 4 mm, pas plus. En deçà, je ne vous le conseille pas. Même si certains praticiens vous ont déjà montré des cas où à 2 mm, 2 mm 5, ils ont réussi à avoir un gain osseux et ensuite de passer avec la technique du fractal lift. Pour ma part, je pense qu'elle n'est pas assez reproductible. À partir de 4 mm de hauteur d'os, 3 mm 5, 4 mm, avec un passage d'ostéotenseur, voire un deuxième, parce que rien ne vous empêche, 6 à 8 semaines plus tard, de remettre un coup d'ostéotenseur, vous pouvez poser sans problème un implant de 8 mm. À partir de 5 mm, moi personnellement, je passe à du 11 mm. Que j'ai 5 ou 8, le protocole, ou même 4, le protocole sera le même. 4 mm, je double avec un implant de 8. 5 mm, je passe un implant de 11 mm. Bien évidemment, c'est une technique qui se fait en flapless. Je parle pour le passage des ostéotenseurs. Le jour où vous allez réaliser la pose des implants, ça c'est comme vous le sentez. Soit vous le faites en technique classique, full flap, soit vous le faites en technique flapless. Moi, la plupart du temps, je passe en flapless. C'est assez rapide, mais si vous n'avez pas l'habitude au début, euh, faites du full flap. Mais le flapless, ça marche super bien. Anesthésie, gingivectomie avec une fraise roue ou un découpeur gingival. Vous pouvez utiliser aussi la fraise roue directement sans passer par le découpeur gingival. Ça vous permet aussi d'aplanir votre crête. Vous allez ensuite pointer avec une fraise 700 XXL et vous allez ensuite réaliser votre forage. Lorsque vous allez réaliser votre forage, il est extrêmement important de ne pas irriguer votre site. Pourquoi? Parce que si vous irriguez votre site après le forage, vous allez enlever tous les copeaux osseux qui restent à l'intérieur de l'alvéole suite au forage, alors que ces copeaux d'os obtenus par le forage, c'est un ensemble de cellules qui vont permettre d'être utilisées dans le soulèvement de la membrane au moment où vous allez
soulever cette membrane avec l'implant. L'implant va soulever la membrane, il va également soulever la masse d'os qui n'a pas complètement minéralisé suite au passage des ostéotenseurs, et vous allez refouler aussi sous la membrane les copeaux et le DOS issus du fourrage. Donc, on ne rince pas votre alvéole. En général, c'est suffisamment vascularisé, ça saigne beaucoup, donc il n'y a pas besoin d'aller rincer tout ça. Vous passez votre forêt, et derrière, forêt pilote ou forêt fractale, et derrière, vous mettez votre implant. Pourquoi la technique du fractal lift s'appelle fractal? C'est parce qu'en fait, il faut comprendre que le secret de cette technique repose sur l'anatomie de l'implant. On va le voir à travers ce schéma-là. L'implant, sans rentrer dans le détail technique de la morphologie de cet implant, il faut d'abord comprendre que vous devez utiliser un implant qui est cylindroconique. Pourquoi cylindroconique? Parce que s'il est cylindrique, vous risquez peut-être de l'enfoncer dans le sinus. Si jamais il y a eu une effraction de la membrane, il risque de partir comme un suppositoire dans le sinus. Alors que si vous avez un implant cylindroconique, il va être bloqué en partie cristale au niveau de son col. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans la gamme de fractales, vous avez deux types de fractales. Vous avez un fractal et un fractal octo. Le fractal octo s'utilise plutôt à la mandibule parce qu'il a un apex qui est plutôt agressif pour venir agripper l'os lorsqu'on est surtout dans un os assez dense à la mandibule, alors que le fractal normal, lui, il a un apex qui est arrondi. Le fait qu'il ait un apex arrondi, il va être assez doux et peu agressif vis-à-vis de la membrane. Il va avoir aussi, on ne le voit pas sur le schéma, mais il va avoir aussi un petit orifice au niveau de son apex qui va permettre l'évacuation de la pression hydraulique lorsqu'il y a beaucoup de sang. C'est le cas lorsque vous faites un fractal libre, vous verrez que vos alvéoles saignent beaucoup. Donc, pour éviter, si vous voulez, cette pression hydraulique qui peut être traumatique pour la membrane, cet implant a une perforation au niveau de son apex pour l'évacuer, notamment au niveau des gougures que vous voyez ici. Vous voyez, au niveau de l'implant ici, vous avez des gougures qui permettent l'évacuation de cette pression hydraulique. Et enfin, et c'est là le point le plus important que vous devez retenir, et c'est la raison pour laquelle cette technique marche en soulevant la membrane du sinus, c'est que les apex de cet implant sont orientés vers, pardon, excusez-moi, les spires de cet implant sont orientés vers l'apex. C'est là le secret de cet implant. C'est l'orientation apicale des spires qui permettent de remonter, comme je vous l'ai dit, les copeaux osseux issus du forage, mais également la partie d'os critique néoformée suite au passage des ostéotenseurs. Pour vous donner un peu une image, si vous êtes sur des skis que vous descendez une pente en vous mettant en chasse-neige, vous allez descendre en aval de la pente, vous allez ramener toute la neige par le biais de vos skis. Et bien, c'est exactement ce que va faire cet implant-là grâce à l'orientation apicale de ces spires. C'est là le secret du fractalisme que je vous disais en début de présentation, c'est-à-dire que pour l'appliquer complètement du début jusqu'à la fin, vous devez être en possession d'un implant qui a des spires orientées vers l'apex. Voilà le type d'image que l'on obtient. Vous voyez que ça n'a strictement rien à voir. Vous allez le voir d'ailleurs sur certains clichés 3D. Vous voyez que l'image que l'on obtient, c'est une fine couche d'os qui colonise l'apex de l'implant. Vous ne cherchez pas à obtenir des images avec des biomatériaux où là, vous avez un pack énorme d'os, de biomatériaux à l'apex de l'implant. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas ce que vous allez obtenir avec un fractal. Ce que vous allez avoir, c'est un os très peu dense, pardon, très fin, qui ressemble presque à du papier à cigarette, mais qui a pour euh, avantage d'être extrêmement cellularisé. C'est un os qui est très vivant, qui est très cellularisé. On va vous montrer quelques cas cliniques. Voilà un cas clinique, le premier cas clinique. Donc, c'est une patiente qui a une 6, une 16 qui est fêlée. Donc, on n'a pas pu récupérer cette dent-là. Vous voyez qu'il y a une espèce de bec de canard parce que le dentiste avait voulu combler l'aspect inesthétique du diastème antérieur. Et il a eu très bien fait de le faire. Bon, on a dû extraire la dent. Voilà la dimension, la hauteur d'os dont on disposait. On avait 5,5 mm d'os.
On a passé les ostéotenseurs, vous voyez l'orientation. À gauche, on est dans l'axe du futur implant, on est sur des ostéotenseurs rotatifs. Et là, vous voyez le deuxième impact en vestibulaire à 45 degrés. Il manque. Ah, voilà. Voilà le premier impact. C'est en temps réel ce que vous voyez. Ce que vous voyez est en temps réel. Et vous voyez comment. Voilà, vous avez vu comment j'ai eu du mal à transfixer le plancher du sinus qui était assez dense. Et vous avez vu, ça, ce que je vous ai montré là, c'est le temps réel. Ce que vous ne voyez pas, c'est l'anesthésie, la désinfection du champ opératoire. Mais ça prend pas plus de temps que ce que vous venez de le voir. Premier impact dans l'axe du futur implant. Vous allez voir le deuxième impact en vestibulaire, temps réel, temps réel. Regardez comment mon doigt, regardez bien comment mon doigt, voilà. Vous voyez, c'est pas plus long que ça. J'ai terminé, c'est pas plus long que ça. Vous avez vu sur la vidéo comment avec mon doigt, je prends un point d'appui pour ne pas partir dans tous les sens parce que le risque que vous avez quand vous faites ça, c'est de péter votre ostéotenseur. Donc pour rester parfaitement dans l'axe et percer la corticale et le plancher du sinus, je tiens avec mon doigt le bout du contre-angle pour ne pas avoir à ovaliser, en tout cas pour ne pas trembler dans tous les sens. Et vous allez voir la dernière vidéo en palatin, 45 degrés, temps réel. Voilà, regardez. Regardez comme hop, ça bute, et voilà, ça y est. Alors, vous voyez l'ostéotenseur, il fait, je crois, en hauteur, il fait, je crois, 16, 15 mm, 12 à 15 mm, 15 ou 16 mm de hauteur. Vous avez vu que je disposais que de 5,5 mm de hauteur d'os. Donc vous avez vu que j'ai complètement défoncé le plancher du sinus. Ça ne m'a pas perturbé du tout. N'ayez pas peur de perturber, de casser le plancher du sinus et de transfixer. Vous avez vu que ça n'a strictement aucun impact sur la suite des événements. Voilà la pose de l'implant. Voilà la prothèse qui a été réalisée. Bien évidemment, j'ai mésialé l'implant pour avoir plutôt un diastème distal qu'un diastème mésial. Je n'ai pas voulu mettre mon implant au milieu, sinon j'avais le même problème que le dentiste avait, c'est-à-dire une dent qui aurait été complètement difforme. Voilà un cas numéro 2. Là, c'est pareil, vous voyez, je dispose de 5 mm de hauteur d'os. La même chose, un impact dans l'axe du futur implant, en vestibulaire, en palatin. Voilà, là aussi, c'est pareil, 5,6 mm de hauteur d'os. Et voilà l'implant qui est posé. Cas numéro 4, 8,6 mm de hauteur d'os. Donc, vous voyez que j'en ai 5, 4 ou 8, le protocole il sera exactement le même. Voilà la pose des deux implants. La prothèse qui a été réalisée avec du Zantex. Cas numéro 5, vous voyez, c'est pareil, 5,8 mm de hauteur d'os. Voilà, les implants ont été posés, les prothèses ont été réalisées, et c'est toujours le même protocole. Cas numéro 6. Alors celui-là est intéressant, il est en cours, il n'est pas encore terminé. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai 6 mm de hauteur d'os, vous le voyez sur le scan de gauche. Et lorsque j'ai réalisé un scan quelques mois après, et bien voilà l'image que vous avez. C'est un implant de 11 mm. 11 mm. Donc j'ai un gain de 5 mm par rapport à la situation initiale. Et regardez avec un passage d'ostéotenseur, regardez donc cette fine couche d'os qui est venue coloniser l'apex de l'implant. C'est quand même assez incroyable. Alors, j'ai d'autres images. À chaque fois, il faut, Arnaud, que je pense à peut-être voir Julien pour les mettre parce que j'ai d'autres présentations où j'ai beaucoup plus de cas comme ça, Oui, de on 3D. mettra plus de cas, bien sûr. Voilà, et c'est assez incroyable, c'est l'image de départ que je vous avais montrée, où c'est vraiment une quantité d'os extrêmement fine. Vous voyez que je n'ai pas le pack d'os que l'on retrouve dans les techniques classiques. On n'a pas besoin de ça, il n'y a aucun biomatériau, c'est de l'os 100% naturel avec une technique extrêmement simple. Vous l'avez vu avec les vidéos, avec les impacts rotatifs, 3 impacts en temps réel. Ça m'a pris 2 à 3 secondes, 3 à 5 secondes quand l'os est un peu dur, pour venir percer la corticale, le périoste, le plancher du sinus, la membrane du sinus. C'est extrêmement rapide, extrêmement simple. Simplement, la précaution lorsque vous utilisez des ostéotenseurs rotatifs, c'est vraiment d'avoir d'excellents points d'appui, d'avoir avec, si vous êtes droitier ou gaucher, bon, moi je suis gaucher, mais j'utilise aussi ma main droite, mais enfin en tout cas, lorsque vous tenez le contre-angle
avec votre main droite, pensez avec votre main gauche à venir caler pour bien rester dans l'axe, pour ne pas partir en zigzag dans tous les sens pour éviter la fracture de l'ostéotenseur. Voilà, je vous ai tout dit. Voilà, vous voyez sur l'image de gauche, on voit bien le petit orifice à l'apex de l'implant qui permet l'évacuation de la pression hydraulique, qui remonte à travers les gougures au niveau de l'implant, et l'orientation apicale des spires qui permet de remonter l'os néoformé et les copeaux d'os issus du forage lorsque vous avez lorsque vous avez commencé votre protocole pour la pose de l'implant. C'est assez rapide, hein, puisqu'en général, c'est un forêt. Et puis vous posez votre implant. Il y a une prémédication à faire lorsque vous faites vos ostéotenseurs. Vous donnez en général 2 à 3 grammes d'amoxicilline 1 heure avant l'intervention. Et puis pour votre protocole de pose d'implant, vous faites comme vous avez l'habitude de faire, une prémédication classique. Voilà, je vous ai tout dit. En tout cas, je pense vous avoir tout dit. Donc, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Juste, tu peux nous faire un petit rappel que certains praticiens sont arrivés un peu plus tard, de nous dire depuis combien de temps tu utilises cette technique, Franck? Parce que je pense que ton recul est aussi intéressant, si je peux me permettre, hein. Alors, moi, l'avantage que j'ai, c'est que je suis à 2 pas du cabinet du docteur Scortesi. Donc, il m'arrivait souvent d'aller voir chez lui comment ça se passait. Donc, quasiment dès la sortie, dès le début de la fabrication des ostéotenseurs, lorsqu'ils ont été mis sur le marché avant et testés. Donc, moi, ça doit faire entre 15 et 20 ans que je les utilise. 15-20 ans, à peu près. Voilà. Euh, ouais, entre 15 et 20 ans. Donc c'est une nouveauté qui est largement Ouais, c'est qui est très c'est quelque chose de très récent qui n'a pas été du tout éprouvé. Donc, allez-y, lancez-vous parce qu'on a besoin de savoir si c'est une bonne technique ou pas. On a besoin d'avoir suffisamment de recul. Voilà, c'est une technique qui marche super bien. Moi, j'utilise les ostéotenseurs quasiment tout le temps. Il y a plein d'autres types d'utilisation pour les ostéotenseurs et c'est quelque chose qui vraiment devrait se démocratiser dans tous les cabinets parce que c'est un geste extrêmement simple et pour lesquels vous avez des bénéfices qui sont considérables, quelle que soit la marque d'implant que vous allez utiliser. Je ne suis pas là pour faire le- le commercial en vous disant allez-y, abandonnez tout ce que vous faites, mais je suis là pour vous décrire une technique, pour vous dire qu'elle marche. Moi, je l'utilise depuis des années et voilà, et j'en suis très content parce que c'est quelque chose de relativement simple et qui nous rend beaucoup de services. Bien évidemment, il y a une limite au-delà de laquelle cette technique ne marche pas, hein. Si vous êtes en dessous de 3 mm, voilà, n'allez pas vous aventurer à cela parce que si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, eh ben, on ne pourra pas accuser la technique de ne pas fonctionner. Voilà, il y a quand même des limites à tout. Mais en tout cas, voilà, c'est une technique qui est relativement simple. Il n'y a pas besoin d'avoir une très grosse expérience en implantologie pour utiliser les ostéotenseurs et pour utiliser cette technique. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Après, Bonsoir. si je Je peux peux juste poser me une permettre. petite question? Oui, vas-y, Oui, docteur Marciano. docteur Marciano. Oui, Moi, je fais du submerge depuis très longtemps, donc ça me semble un peu, c'est tout nouveau pour moi. Quelles ouais. sont les complications immédiates, s'il y a des complications post-op immédiates, moyen terme et long terme? Est-ce qu'il y en a Alors, eu? Et quelles sont les complications et comment y remédier? alors les complications de quoi? À la suite de la pose d'implant ou à La la pause, suite à la suite de la pause, non, à tous les niveaux. à tous les niveaux? À- Alors au niveau des ostéotenseurs, complication zéro. La seule D'accord, complication que vous pouvez avoir, c'est si vous fracturez votre ostéotenseur. Vos ostéotenseurs, il faut quand même les regarder assez régulièrement. Moi, je sais que lorsque je commence avec mes ostéotenseurs manuels à pénétrer l'os, si je rencontre une difficulté parce que je suis sur un os dur, je ne vais pas chercher, comme certains peuvent le faire, à essayer de continuer à y aller manuellement. Je retire mon ostéotenseur pour ne pas l'abîmer et j'y vais avec du rotatif. d'accord, Parce que moi, j'en ai déjà plié un des ostéotenseurs. Donc, un ostéotenseur que vous pliez, bon, c'est un ostéotenseur que vous pouvez casser. Après, s'il fracture, c'est pas non plus la fin du monde.
ou comme c'est pas quelque chose de toxique, c'est pas du métal, bon, bah, il va rester. Mais bon, moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Donc, a priori, non, il faut vraiment y aller comme un bourrin pour casser un ostéotenseur. Donc, il faut toujours être doux. Bon, voilà, moi je préconise l'absence de brutalité dans tout ce que l'on peut faire. Donc, un ostéotenseur manuel, dès lors que ça résiste, ne cherchez pas à pousser plus pour ne pas le tordre ou pire, de le casser. Les ostéotenseurs rotatifs, c'est ce que je vous ai expliqué, il faut que vous ayez des bons points d'appui. C'est comme si quand vous posez un implant ptérygoïdien, moi je me souviens d'une phrase de quelque chose qu'avait dit Gérard qui m'avait marqué, c'est d'avoir le coude collé au corps pour garder des bons points d'appui. Et n'hésitez pas à vous servir de votre autre main pour caler, comme vous l'avez vu sur les vidéos, votre doigt sur la tête du contre-angle pour éviter de vriller. Parce que si vous vrillez en pleine rotation à 40 000 tours minute, vous pouvez casser votre ostéotenseur. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous pouvez risquer avec vos ostéotenseurs, moi, ça m'est arrivé une fois, c'est que la suite d'un passage des ostéotenseurs, j'ai eu un abcès qui a fistulisé sur la crête. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Et quand j'ai réfléchi un peu sur la question, j'ai testé la vitalité pulpaire de la dent d'à côté. Et il se trouve que la vitalité pulpaire de la dent d'à côté n'était pas bonne. C'est-à-dire qu'il y avait un processus de nécrose qui avait commencé. Il n'était pas visible radiologiquement. Vous le savez comme moi, que quand une dent se nécrose, le kyste n'apparaît pas, ou le granulome, on va dire la lésion endodontique n'apparaît pas forcément tout de suite. Et donc, il y avait un processus infectieux qui commençait à s'installer. Et lorsque vous allez rentrer avec vos ostéotenseurs, j'ai fait flamber quelque chose qui était à côté de cette dent-là. Et donc, ça m'avait provoqué une fistule au niveau crestal. L'endo a été faite à la suite de la découverte fortuite de cette nécrose grâce au passage des ostéotenseurs. Une fois que la chose avait été réglée, je suis réintervenu et là-dessus, j'ai eu aucun problème. Vous en tirerez donc comme conclusion, comme contre-indication pour le passage des ostéotenseurs, lorsque vous avez des dents, notamment dévitalisées, avec des problèmes soit de lésions endodontiques ou une dent parodontosique. C'est-à-dire que si vous êtes en présence d'un terrain infectieux, c'est une contre-indication au passage des ostéotenseurs. Réglez votre problème d'abord, soit de reprise de traitement endodontique en l'adressant à l'endodontiste ou vous-même si vous le faites, ou bien si vous avez un problème paro, vous traitez votre parodontite. Et une fois que vous êtes dans un environnement qui est sain, à ce moment-là, vous pouvez utiliser vos ostéotenseurs. Au-delà de ces deux problèmes mécaniques que je viens de décrire à la suite d'une fracture d'un ostéotenseur due à une mauvaise utilisation ou d'un problème biologique parce que vous avez un environnement infectieux qui n'est pas maîtrisé, je vous ai dit, rappelez-vous en début de présentation, que sur le passage des ostéotenseurs pour un fractal lift, il faut également que vous ayez un sinus qui soit sain. Si vous êtes dans un sinus qui est pathologique, n'allez pas foutre vos ostéotenseurs là-dedans. Il faut que vous travailliez il faut que vous soyez dans un environnement qui soit sain. Voilà les deux seules contre-indications au passage des ostéotenseurs. Dès lors qu'elles sont levées, il y a zéro risque. Vous les avez vues sur les vidéos, 5 mm de hauteur d'os, j'ai transfixé en crestal, en vestibulaire et en palatin avec mon ostéotenseur qui fait plus de 16 mm de hauteur, il ne s'est rien passé. Strictement rien passé. Rien. Mais au préalable, je m'étais assuré que tout allait bien dans l'environnement. Après, quant à la pose de l'implant, la probabilité pour que vous expulsiez un implant dans le sinus, je réfléchis et je me dis, je ne sais pas comment on peut faire. À moins d'ovaliser votre ouverture et d'avoir une alvéole suite au forage qui soit tellement large qu'en fait, vous allez précipiter votre implant. Il suffit d'ailleurs que vous ayez transfixé, percé votre membrane, et là, bon, votre implant, il part dans le sinus. Honnêtement, je pense que à moins de le faire exprès, je ne vois pas comment c'est possible. C'est pas possible. Parce que si vous utilisez un forêt pilote, vous allez être en sous-forage. Vous êtes en sous-forage. Vous n'allez pas utiliser un forêt os dense, pour ceux qui connaissent la trousse Visi. Vous n'allez pas utiliser un forêt os dense au maxillaire. Donc, au mieux, vous utilisez un forêt fractal. Dans le meilleur des cas, vous allez utiliser le forêt pilote. Et au pire, si au niveau crestal,
vous êtes bloqué parce que vous avez une corticale qui est un petit peu dense, parce qu'avec votre passage d'ostéotenseur, vous avez densifié un petit peu la zone. Vous passez un forêt tranquille ou un countersig qu'il y a dans la trousse pour à peine un peu élargir le col, c'est-à-dire la partie la plus haute du forage pour le col, et il n'y a aucun problème, votre implant va très rapidement se bloquer. Très rapidement se bloquer. Donc, expulser l'implant dans le sinus, bon, je pense que c'est difficilement réalisable avec un forêt pilote ou avec un forêt fractal. L'autre complication que vous pouvez avoir, mais ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde, mais quel que soit le cas, c'est de perdre votre implant, tout simplement. Et la perforation de de la membrane, vous l'avez pas. Alors, je m'en fous complètement. Ça, j'ai compris, donc c'est ça. Ah, je m'en fous Même complètement. même pour l'implant, on s'en fout. Mais alors, je cherche même pas à vérifier si j'ai perforé ma membrane. Mais Ah, d'accord. surtout, n'allez pas ne faites pas la manœuvre à boucher le nez, à faire souffler le patient, parce que si pour le coup vous avez une petite Vous réserve, perdez tout. Bravo, ça. surtout ne la faites pas. Surtout ne le faites pas. Parce que même si avec votre forêt, vous allez faire une micro-perforation de la membrane, si vous lui faites la manœuvre, vous allez tout faire exploser. Mais si vous avez perforé, vous ne le savez pas, de toute façon, quand vous allez remonter les copeaux d'os issus du forage et la partie d'os néoformée, très peu de temps, votre membrane, elle va tout de suite se refermer. En 20-25 minutes, votre membrane, elle est cicatrisée, c'est terminé. Donc, on ne cherche pas à savoir si vous avez perforé la membrane, ça ne sert strictement à rien. Rien. Si vous avez une hauteur d'os de 4 mm, vous prenez votre forêt pilote, vous allez forer à 4,5, histoire d'être sûr d'avoir perforé un peu le plancher, enfin d'être dans la masse d'os néoformée, mais vous allez forer à 4, 4,5, et vous posez votre implant, c'est terminé. Vous allez le sentir de toute façon quand vous allez arriver sur le plancher. C'est tactile, vous le sentez. Si vous avez 6 mm de hauteur d'os, vous allez forer à 6, 6,5, même à 6. Parce que comme c'est une masse d'os néoformée, elle est molle. Donc même si vous n'êtes pas au-delà des 6 mm, vous allez remonter avec votre implant, votre masse d'os qui n'est pas complètement minéralisée. Le seul problème que vous pouvez avoir, ça m'a été posé cette question-là par des praticiens qui sont revenus revoir le Zoom pour me poser la question, c'est que vous soyez bloqué au niveau du col. Voilà. C'est que votre implant, vous le mettez, puis il bloque, et vous avez 3-4 mm de hauteur d'os qui sont supragingivales. À ce moment-là, c'est juste là, c'est juste évasé un petit peu au niveau du col lorsque l'os est assez dense, ce qui est quand même assez rare au maxillaire, mais en tout cas, un coup de countersig ou un forêt pilote ou un forêt de 8, vous allez légèrement passer, histoire d'évaser un petit peu au niveau du col, et vous mettez votre implant, c'est terminé. C'est terminé. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème de perforer la membrane du sinus, parce que de toute façon, le forêt pilote ou le forêt pointeur avec le forêt fractal, c'est quoi? C'est 1,6. Hein. C'est ça, c'est ça. 1,6, c'est rien, c'est que dalle. N'oubliez pas que vous avez une quantité d'os néoformé derrière, qui est là parce qu'en amont, vous avez passé vos ostéotenseurs. Donc, il n'y a pas, on s'en fout. Ne cherchez pas à vérifier si vous avez percé votre membrane. Vous forez, vous posez votre implant, c'est terminé. Si vous êtes en technique flapless, ça dure même pas 10 minutes. Vous posez votre implant. Et après, c'est le mécanisme classique d'ostéo-intégration. Vous pouvez perdre un implant parce que vous avez perdu votre implant. Il y a mille raisons qui font que vous pouvez avoir perdu votre implant. J'en ai perdu comme tout le monde. Hein. J'en ai perdu comme tout le monde. Voilà. Après, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure le fait de transfixer la membrane. C'est beaucoup plus risqué de transfixer la membrane en éjectant un biomatériau qui, lui, va partir dans le sinus. Et puis, bon, quand bien même si c'est le cas, les patients n'en meurent pas. Hein. Soit ils le recrachent, soit une ORL ira vous le chercher. Ce n'est pas la fin du monde. Hein. On n'a pas transpercé, on n'a pas lésé un organe vital. Quoi. Donc, il ne faut pas avoir outre mesure plus peur que ça du sinus. Mais si vous respectez parfaitement le protocole, ça n'arrive pas. Toutes les caractéristiques anatomiques de l'implant empêchent l'expulsion de l'implant dans le sinus. Voilà. Très bien. Franck, si je peux juste me permettre 2 points. Une chose importante, entre chaque impact,
bien désinfecter Oui, l'ostéotenseur. oui, Ça, oui, c'est vrai. c'est un point Oui, qui est important et je vais te laisser le développer. Deuxième oui, chose, vous parliez du risque d'un implant qui parte dans le sinus. Comme l'a précisé Franck tout à l'heure, ne vous privez pas des ostéotenseurs avec une autre marque d'implant. La particularité du fractal, quand même, c'est que le col est très évasé, justement pour éviter que l'implant ne fuse dans le sinus. Ça fait aussi partie du design de l'implant. Voilà. Mais c'est une question qui est très légitime. Moi, souvent, on me la pose. Après, ce qui me fait sourire, j'ai le plaisir de tourner dans toute la France et de rencontrer beaucoup d'étudiants et beaucoup de praticiens. Souvent, ils me disent, mais si c'est si simple, pourquoi c'est pas enseigné en fac? Je n'ai toujours pas la réponse à cette magnifique question, mais voilà. mais, ouais, ça c'est une question à laquelle moi je ne peux pas répondre non plus. Je reviens, oui, sur ce point essentiel que tu as dit sur les ostéotenseurs. Lorsque vous utilisez des ostéotenseurs rotatifs, vous verrez souvent sur vos ostéotenseurs parfois des petits copeaux d'os. Ça arrive. Et que vous en ayez ou que vous en ayez pas, Arnaud a justement fait cette précision que j'avais omise de faire, c'est de prendre avec une compresse de la bétadine ou même du sérum physiologique et vous passez votre ostéotenseur avec une compresse imbibée de sérum phy ou autre pour qu'il reste toujours propre. Après, l'ostéotenseur, il est lisse, donc il est quand même dépourvu de toute toxicité, mais c'est quand même bien si vous voulez de passer un coup de compresse imbibée sur vos ostéotenseurs. Quand j'ajoute une précision par rapport à ce qu'a dit Arnaud sur l'anatomie de l'implant, c'est que n'oubliez pas que votre implant, vous le posez au contre-angle, donc vous avez quand même une maîtrise, il ne va pas comme ça fuser dans le sinus. Et n'oubliez pas non plus que vous allez souvent, des fois, le terminer à la clé à cliquer. Donc là, vous avez quand même un contrôle. Vous avez un contrôle. C'est-à-dire que vous n'allez pas. D'ailleurs, vous le verrez, hein, quand vous utilisez cette technique-là, vous verrez que avec la clé à cliquer, lorsque vous avez passé le col, vous pouvez continuer à monter, à soulever, à soulever, à soulever. Il faut vous arrêter, bien évidemment, par rapport à la hauteur gingivale pour être bonne level. Donc, vous n'y allez pas comme une technique sur Meurs au marteau, où là, vous allez risquer le. Donc, il y a quand même une maîtrise du geste par le fait que l'implant se met au contre-angle. Donc, à tout moment, vous contrôlez son enfouissement. Donc, il ne peut pas partir dans le sinus parce qu'il est quand même agrippé, si vous voulez, avec le, l'instrument qui vous sert à le poser. Et à la clé à cliquer, c'est pareil. Lorsque vous arrivez à bonne level, si vous n'avez pas évasé votre, votre forage, il n'y a aucune raison qu'il parte dans le sinus. Hein. Vraiment, c'est quasiment impossible. Vous le mettriez bien évidemment avec un coup de maillet, oui, ça peut partir dans le sinus, mais ce n'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. On n'est pas dans le cas d'un implant ptérygoïdien, où là, dans le cas d'un implant ptérygoïdien, vous pouvez utiliser le maillet pour arriver à l'impacter, si vous voulez, dans la ptérygoïde, parce que lorsque vous êtes dans la tubérosité, vous êtes tellement dans un os qui est tellement pourri que l'ancrage se fait au niveau de la ptérygoïde. Donc là, effectivement, vous y allez avec le maillet mais vous n'utilisez pas un maillet pour poser un implant dans le sinus. Donc, franchement, les risques d'un implant qui part dans le sinus, enfin, enfin, il est quasiment, enfin, quasiment nul. Enfin, je sais même pas si c'est déjà arrivé dans le cadre de cette technique-là. Je sais pas s'il y a des, je sais pas Arnaud, toi si tu le sais, mais Non, moi, j'ai pas eu de retour. Tiens, pour l'anecdote, j'ai un étudiant dont je tairai bien sûr le nom, qui a réussi à me mettre un ptérygoïdien dans le sinus. Me demande pas, Franck. Me demande pas comment il a fait. Je ne sais pas. Voilà. alors, alors alors, non, moi, alors, j'y mettrai pas un avis critique par rapport à ça parce que, en fonction de l'anatomie tubérositaire, Hmm. il arrive parfois qu'on traverse le sinus. Et à ce moment-là, effectivement, des fois, ça peut échapper. Moi, personnellement, ça ne m'est pas arrivé. Mais là, il y a quand même une technique. On la doit à Alain Ancel. C'est lui qui a été le précurseur de cette petite subtilité que moi j'utilise. C'est que lorsque vous posez un implant ptérygoïdien, utilisez d'abord vos ostéotenseurs. Hmm. Utilisez vos ostéotenseurs. En général, les ostéotenseurs manuels, parce que là, c'est tellement peu dense qu'en fait, vous y allez direct avec l'ostéotenseur. Et vous prenez un petit cliché rétro-alvéolaire. Et avec ce petit cliché rétro-alvéolaire, vous voyez tout de suite si vous êtes dans le bon axe
pour poser votre implant ptérygoïdien. Et moi, quand je le fais, des fois, je me dis, putain, merde, je suis pas bon. Je le retire, je me décale, je le replante, je prends le radio, je me dis, là, c'est bon, je retire, je passe mon forêt, pilote ptérygoïdien qui est très long. C'est un long forêt. Et là, vous y allez. Mais au préalable, vous avez eu un guide, et ce guide-là, c'est l'ostéotenseur avec un cliché radio. D'où l'importance d'avoir dans vos blocs opératoires, et ça, c'est une erreur que de beaucoup de praticiens, de ne pas avoir dans vos cabinets, dans vos blocs, quand vous posez vos implants, de ne pas avoir une radio rétro-alvéolaire. C'est une erreur. À mon sens, c'est une erreur de ne pas avoir une radio rétro-alvéolaire. Parce qu'à tout moment, on a besoin de contrôler certaines choses avec des radios. Si le docteur Scortesi les utilise, vous imaginez bien, avec le recul qui est le sien et les milliers d'implants qu'il a posés dans sa vie, si lui a besoin d'une radio pour savoir comment il se spatialise par rapport aux dents ou par rapport à des tas de choses ou de certains éléments anatomiques, vous imaginez bien que nous, qui n'avons pas le même recul que lui ou la même expérience que lui, encore plus. Donc, si vous n'avez pas de radio dans vos blocs, c'est dommage, faites-le parce que pour le ptérygoïdien, cet étudiant qui a planté dans le sinus, je pense que s'il avait utilisé la technique d'Alain Ancel, je suis persuadé que ça ne serait pas arrivé. Mais l'ostéotenseur rotatif, d'ailleurs, c'est une des préconisations. Quand vous avez un doute avec des racines un peu convergentes, divergentes, vous faites votre forage, vous le Et laissez. Et ça, parce que, alors là encore, je ne veux pas, moi, dire de bêtises. Si on a un forêt qui va taper l'apex de la dent, c'est mauvais, voire très mauvais. L'ostéotenseur n'aura pas le même impact. exactement, Il est à moins de 200 microns, l'ostéotenseur. exactement, C'est très, très fin. Faut vraiment exactement. visualiser quelque chose de très fin. Moi, à titre personnel, quand je pose un implant, et je vais assez vite, hein, je vais très vite, entre l'anesthésie, les clichés radio et la pose de l'implant, si je prends mon temps, je mets 8-9 minutes, pas plus. C'est extrêmement rapide en technique flapless. Quand une fois je me suis amusé à me chronométrer, j'ai mis 6 minutes. Bon, là, j'ai fait un peu le bourrin, mais on va dire en prenant mon temps, l'anesthésie, désinfection du champ opératoire, le punch de la gencive, c'est extrêmement rapide. Et pourtant, je prends le temps. Je ne parle pas de la technique fractal lift, hein, je parle pour n'importe quel implant. Lorsque je pose un implant, je prends mon ostéotenseur rotatif quand c'est un peu dur, j'y vais, ou manuel, peu importe. Je fais un premier préforage avec mon ostéotenseur. Et je regarde avec un cliché radio comment je me situe par rapport aux dents, racines convergentes ou pas, peu importe. Et bien, vous serez surpris parfois lorsque vous mettrez votre ostéotenseur. Vous dites que quand vous le voyez, l'émergence de l'ostéotenseur mis en place, avant de prendre votre cliché radio, vous dites là, je suis impeccable au niveau émergence prothétique. Et bien, vous êtes surpris lorsque parfois vous prenez la radio, vous dites ah, putain, ben, je suis un peu trop près d'une dent par rapport à une autre. Ou je pourrais corriger légèrement mon axe de quelques degrés. Et à ce moment-là, je retire mon ostéotenseur. Si j'étais dans le bon axe, je fore et je pose mon implant. Si j'étais pas dans le bon axe, avec mon forêt, je corrige, je fore, je pose mon implant terminé. Mais l'ostéotenseur est un guide. L'ostéotenseur est un guide. Et en plus, c'est une excellente école pour vous apprendre à vous spatialiser. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé de guide chirurgicaux en implanto. Jamais. J'essaierai un jour de le faire parce que, à titre d'un point de vue intellectuel, je ne voudrais pas finir ma carrière en me disant j'ai jamais, je ne suis pas un geek, donc moi en informatique, je ne suis pas très doué. Mais j'aimerais, pour satisfaire ma curiosité intellectuelle, d'un jour utiliser une fois dans ma vie un guide chirurgical. Mais on va dire pour un cas un peu sympa, pas pour une dent, m'en fous. Mais en général, l'utilisation des ostéotenseurs par rapport aux dents adjacentes va vous apprendre à vous spatialiser. Et lorsque vous apprenez à vous spatialiser, c'est la meilleure des écoles. C'est la meilleure des écoles. Après, que vous utilisiez des guides ou quoi, ça c'est autre chose pour aller plus vite dans des étapes prothétiques, ça je l'entends, c'est tout à fait concevable. Mais je trouve que la meilleure des écoles, c'est d'apprendre à vous spatialiser. Et cette technique d'un cliché radio avec l'ostéotenseur pour savoir si vous êtes dans le bon axe, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et pour répondre à la question d'Arnaud sur cet implant qui est parti dans le sinus pour un implant ptérygoïdien, ça n'arriverait pas si vous preniez une radio de contrôle avec vos ostéotenseurs au préalable. Voilà. C'est comme ça en tout cas que je me spatialise. Merci, Franck. Ah, je crois qu'il y a le docteur Marciano qui voudrait parler, mais le micro est éteint. Voilà.
Remettez votre Excuse-moi, micro. voilà, excusez-moi. Franck, dis-moi, dans la technique fractal lift, là, en fait, quelle que soit l'anatomie du sinus, on peut le faire. Contrairement au Summer, s'il y a des cloisons, s'il y a des trucs. Là, c'est apparemment ce que je vois, c'est que même s'il y a des obstacles anatomiques au niveau du sinus, par des cloisons, on peut utiliser ta technique. Ah oui, 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 bien sûr. Ah C'est ouais, ça. s'il y a une cloison, s'il y a une cloison qui se situe dans l'axe du futur implant, Oui, j'y rentre dedans, hein. c'est ça, c'est ça. Ah ouais, ouais, j'y rentre dedans. Je n'ai aucun état d'âme. Et je crois que c'est la solution. Il ne Parce faut pas que, avoir d'état d'âme avec le parce qu'en sinus. Summer, c'est pas une solution. En Summer, on va percer la membrane, on va mettre du matériau. Bon, même, bon, c'est pas très grave, mais on n'aime pas faire ça en général. Moi, je suis d'une autre génération, on ne perçait pas les membranes. Oui, mais parce que c'est quand même beaucoup plus intrusif avec des summers qu'avec un ostéotenseur. Exactement, exactement. L'ostéotenseur, il sait rien. Je vous dis, quand vous perforez la membrane avec un ostéotenseur, dans les 20 minutes, c'est cicatrisé, hein. D'accord. Moi, j'ai déjà Alors, eu des patients si rigolos ça m'a fait rire d'ailleurs, à peine ils sont sortis, ils ont levé, il y avait de l'air qui sortait. Je savais que j'avais pété ma membrane, hein. Je m'en foutais complètement. Je dis: «Vous inquiétez pas, dans 5 minutes, c'est fini». j'ai compris. Il y avait de l'air qui sortait, ils sentaient: «Ah, j'ai l'impression qu'il y a de l'air qui sort». Ouais, effectivement, il y avait de l'air qui sort. Ah, je m'en foutais complètement, quoi. 10 minutes à j'ai envoyé le patient, 6 semaines après pour poser l'implant, dans les voilà, aucun. Alors, pourquoi attendre 60 jours? Pourquoi pas le faire dans l'immédiat? J'ai pas compris. Pourquoi attendre 60 jours? Pour Ah! avoir- Alors Parce que, là, je sens que parce que comment tu vas retrouver exactement ton trajet de ce senteur lorsque tu vas poser ton implant? alors Tu as déjà déjà une cicatrisation osseuse qui se fait en 2 mois, elle se fait déjà. alors déjà la première chose, c'est que toi, je sens que tu as envie de zapper une étape. Vas-y. Rappelle-toi ce que j'ai dit en début de Non, mais c'est la présentation. question que je pose. C'est la En question que début je de pose. présentation, j'ai dit: «Attention aux petits malins qui vont vouloir 100%. zapper une étape et qui ensuite vont dire: "Ça va pas marcher"». Non, mais Non. c'est la question que je pose. Comment Alors tu retrouves le trajet de ton tenseur? Comment tu retrouves ton. Alors, le trajet, on s'en fout un petit peu parce que l'ostéotenseur, il mesure quoi? Même pas 1 millimètre Ah, même pas 1 millimètre. Donc, ce qui compte, c'est pas tant d'être dans l'axe pile poil de l'ostéotenseur. Ce qui compte d'abord, c'est que et c'est d'où l'intérêt de la spatialisation, c'est que toi, ton implant, tu vas pas le poser n'importe où. Tu vas le poser par rapport à une cohérence prothétique qui va arriver dans un second temps. exactement. Donc, à quelques dixièmes ou à 1 millimètre près, c'est pas C'est très sûr qu'on grave est dedans. si tu fores à côté de ton ostéotenseur. L'important, c'est pas de forer dans l'axe de l'ostéotenseur. Ce qui compte, c'est que ton ostéotenseur, quand tu vas le passer, il va provoquer un micro-saignement sous ta membrane du sinus qui va générer une quantité d'os néoformé et c'est cette quantité d'os néoformé qui, elle, va s'interposer entre la membrane du sinus et ton plancher et que tu vas soulever gentiment avec ton implant. D'accord. Alors que si tu zappes l'étape de l'ostéotenseur, d'accord? Ton sinus, ton plancher du sinus, lui, il est dur, il n'y a pas d'os néoformé derrière. Qu'est-ce que tu vas soulever? Tu vas le transfixer et avec ton implant, tu vas rentrer complètement. Là, par contre, tu vas complètement éclater ta membrane du sinus. Alors que, Mais tu auras la même cicatrisation. comment? Tu auras la même cicatrisation. Tu auras la même cicatrisation peut-être, mais tu n'auras pas cette quantité d'os néoformé que tu vas remonter avec ton C'est implant. ça, c'est ça. C'est ça qu'il faut. C'est qu'il faut que tu remontes cette quantité d'os Ah, néoformé issue du passage. alors que cette Ouais, quantité soit dans le sinus ou en dessous, ça pour nous, on s'en fout. on s'en fout. D'accord, Il ça j'ai faut qu'elle compris. existe. J'ai C'est compris, j'ai compris. je voudrais revenir, attendez, je voudrais peut-être revenir en arrière. Attends, je vais essayer de revenir tout au début sur un schéma. Oh putain, je vais essayer de faire vite. Comment on fait? Je voudrais juste que tu vois ce schéma qu'il y avait tout au début de présentation. J'ai pas un ordinateur qui est très rapide. Voilà. Non, mais reviens doucement, c'est bien. Attends, ah merde, il est parti le truc? Ouais, c'est pas grave, tu repartages. Voilà, attends, Alors, je vais te montrer. encore une question, Franck, encore une Voilà. question quand tu regardes. Si tu as 3-4 implants sous-sinusiens à faire, tu vas passer ton tenseur partout ou bien Très bonne question. Alors, attends, excuse-moi.
2 secondes. Je repère juste le truc. Je vais répondre. Attends, tu vas me reposer ta question parce que ta question est excellente. Attends. Oh là là. Je suis perdu là, Arnaud. Là. Non, je te vois, moi, c'est bon. Ah, Laisse voilà, ton voilà. écran Ah, comme voilà, ça. voilà, 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 Attends. voilà. Attends. C'était bon. Tu Ouais, le l'avais. caillou sanguin, je crois. Redescends, ça doit être la 15. Non. Voilà. Si, Voilà, c'est tu ça vois. là. Non, Non, alors. la 15. La 15, Franck. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça, Voilà. c'est ça, voilà. Tu regardes bien. Ça, à gauche, tu vois, tu es dans l'axe de l'implant. Tu vois bien que en rouge, tu as le micro-saignement que tu vas provoquer sous le D'accord, canal. Ensuite, tu vas avoir un saignement sous ta membrane du sinus. très Tu as bien. vu sur les vidéos également que j'ai fait un deuxième impact à 45 degrés au niveau vestibulaire et à 45 degrés en palatin. Très Pourquoi? bien. Les implants ne vont pas être posés dans cet axe-là. J'ai compris, Pourquoi? j'ai compris, j'ai C'est parce compris. que en faisant ça, j'attaque la membrane du sinus au niveau de 3 impacts différents pour Dans qu'il y la ait un zone maximum, dans la zone de l'implant que tu poses, oui. exactement, pour qu'il y ait un maximum de saignement sous cette membrane. Et tu vois ensuite sur la photo de droite, tu vois en orange ce petit caillot qui est en fait un os, mais c'est pas très épais, tu n'as pas 3 km d'os, tu dois avoir peut-être 1 mm, 2 mm, pas plus d'os néoformé qui n'est pas complètement calcifié et qui lui est malléable. Si tu attends 3 mois, cet os-là aura durci, ça ne servait à rien. Tu dois impérativement, et ça c'est la biologie qui nous dicte ça, tu dois impérativement agir entre le 45e jour, le 45 jours, c'est-à-dire 1 mois et demi et 2 Et mois, pas très bien, plus. d'accord. Tu dois être dans cette zone-là, où l'os néoformé n'est pas complètement dur, mais pas suffisamment mou, et c'est ça que tu vas soulever avec la membrane. Donc, il ne faut pas que tu me zappes cette étape-là. Très bien, très très bien. Okay. Maintenant, répète-moi ta question. Ta question, Oui, c'était quoi si tu as plusieurs implants? oui. Donc Bravo. tu vas faire la manœuvre 3 fois 3. Alors, bravo. Alors là, je vais répondre à cette question. Tout dépend de ton contexte initial. Si tu dois poser 2 implants ou 3 implants, on va dire en général, c'est plutôt 2 ou 2, 3. Oui. Si tu es en 5 et 6, allez, 3. Allez, ok, tu as 3 implants. Mais si tu pars avec une hauteur d'os de sinus qui est partout de 4 mm, tu vas poser tes implants à 6-8 semaines d'intervalle. Tu vas pas poser tous tes implants en même temps. Ah, j'ai compris. Tu comprends? C'est-à-dire que tu vas faire ton premier passage d'ostéotenseur. Tu poses ton premier implant. Le jour où tu poses ton premier implant, tu fais ta stimulation sur la zone postérieure, sur le deuxième implant. Ah, tu veux passer que par un implant par implant? Si tu as 4 mm de hauteur d'os, Oui, si tu n'as d'accord. pas beaucoup d'os. Si maintenant tu as entre 5, 6, 7 mm, d'accord? Ouais. Tu peux poser tes 3 implants les uns J'ai à la suite des compris, autres. j'ai compris. Tu vois? Maintenant, si tu pars d'un cas où d'entrée de jeu, tu as très peu, tu vas essayer de solliciter ça gentiment en différant tes implants de 6 semaines en 6 semaines. Mais si maintenant tu as 7 mm d'os, 5 ou 6 mm d'os, ouais, Compris. tu peux y aller, ça va, tu peux y aller. Parce que tu as déjà un implant qui, surtout si tu mets un implant de 11 mm, tu as pratiquement déjà la moitié de ton implant qui est dans de l'os. Donc, tu peux faire tes impacts au niveau de tes futurs implants. Et après, tu peux poser tes 2 implants en une fois, sans problème. Sans problème. Si tu veux, il y a pas de il y a des principes biologiques à respecter. Donc, les principes biologiques, c'est les ostéotenseurs. Obligatoirement, il ne faut pas zapper cette étape-là, sinon tu ne respectes pas ton protocole. Tu ne peux pas t'étonner après que ça ne marche pas. Donc, tu respectes ton protocole. Ton implant, tu peux le poser entre 45 jours et 8 semaines, d'accord? Pas plus. Si derrière, tu vois qu'après ton premier passage d'ostéotenseur, tu veux encore améliorer le résultat parce que ça ne suffit pas, tu peux faire un deuxième passage d'ostéotenseur. Et tu poses ton implant à ce moment-là au bout de 2 fois. D'accord? Mais en fait, si tu veux, tu vas adapter. C'est l'expérience clinique qui va te dire dans quel cas tu peux y aller. Mais d'une manière générale, dans 90% des cas, tu fais ton ostéotenseur, 6 semaines après, 8 semaines après, tu poses ton implant. Voilà. Et si tu as 2 implants à mettre ou 3 implants à mettre, si tu as une situation initiale où tu as 5 mm d'os, 5 mm, 5 mm et demi, tu peux poser tous tes implants en même temps. Et tu vas faire tes impacts d'ostéotenseur De la même façon. chaque endroit où tu vas vouloir poser ton implant de la même façon. Exactement. OK? Très clair. Attention que par implant projeté, il ne faut pas plus de 3 impacts rotatifs. Parce que malgré tout, le rotatif, il est quand même assez agressif pour l'os. Vous n'allez pas en faire un gruyère.
C'est 3 impacts, pas plus. On commence avec le manuel. Si le manuel ne passe pas parce que c'est trop dur, vous y allez au rotatif. Par contre, au manuel, vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez. On s'en fout. Vous pouvez appliquer dans tous les sens. Ah Rotatif, oui, 3 impacts. Voilà. superbe, superbe. Mais vous avez vu en temps réel sur les vidéos, hein, j'étais en temps réel. Hein. Ça m'a pas pris plus de temps que ça. C'est extrêmement simple. Voilà. C'est superbe. Bravo, hein, bravo. Non, non, ben On va essayer et on va voir. Ouais, ben tu nous feras ton retour. Tu nous feras Sans problème, c'est intéressant. dira à Arnaud comment ça se faisait. Mais bon, franchement, c'est beaucoup plus compliqué une technique Somers qu'un passage d'ostéotenseur. J'en fais depuis 25 ans, donc c'est plus facile pour moi. Donc, ouais. Ouais, enfin, écoute, franchement, C'est vrai, non, c'est vrai, attends, sur un petit. franchement, si tu fais, autant il y a une courbe d'apprentissage avec le Somers qu'avec un ostéotenseur, avec les vidéos que je vous ai montrées, il n'y a pas plus compliqué. C'est incroyable, c'est Il n'y a incroyable. pas plus simple. On ne peut plus simple. Voilà. Il n'y a rien. Je vous assure, je vous l'ai filmé en temps réel. C'est-à-dire que je vous ai zappé l'étape d'anesthésie et je vous ai zappé l'étape de désinfection du champ opératoire. J'ai commencé à lancer la vidéo au moment où j'allais y aller. Si on les reprend, vous allez voir, c'est quelques secondes. Donc ta technique Somers, elle est bien plus compliquée. Et tu n'as jamais eu de sinusite post-op, etc. Bien sûr que non. J'interviens sur un sinus qui est sain. Nickel, d'accord. Il ne faut pas oublier que lorsque vous transfixez votre membrane, quand vous traversez la membrane du sinus, vous transfixez de l'air. C'est de l'air que vous avez à l'intérieur du sinus. Bien sûr, bien sûr. Il ne se passe rien. Rien. Voilà. Bravo, bravo. Voilà. Merci Franck. Merci beaucoup, Franck. Avec plaisir. Merci docteur Marciano pour toutes ces questions bien qui nous éclairent finalement, parce que c'est vrai que on passe vite, et puis il y a quelques points où voilà, ça permet d'aller un peu plus loin. On va vous envoyer de toute façon le replay du Zoom de Franck, comme ça vous pouvez revoir s'il y a des points qui vous posent question. Merci encore Franck pour tes disponibilités et pour les explications toujours très claires et surtout très expérimentées. Le prochain Zoom pour nous, ce sera le 4 mars avec le docteur Iyad Abou Rabi, qui partagera les cas d'atrophie sévère, voire très sévère. Et quand tout à l'heure, tu parlais de moins de 3 ou 4 mm d'os, bon, bah, vous découvrirez le disque implant, c'est très bien à partir de 2 mm d'os, mais là, c'est vraiment une autre histoire. Voilà. Est-ce qu'il y a des marques à préconiser pour les ostéotenseurs? Ah, bah, il y en a, moi, je connais que celui de chez Victory. C'est le D'accord, seul. d'accord, super. D'accord, pourquoi pas, oui. Très, très bien. Merci beaucoup. Hein. Bon, avec plaisir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous, bonne continuation. Merci, Franck. Merci, Au revoir. Au revoir. Au revoir.